Hello à tous, aujourd'hui on est dans un nouvel épisode de Feedback, on est avec Ludivine. Bonjour Ludivine. Bonjour. On est content de t'avoir avec nous. Ludivine, moi je te connais un peu mais j'aimerais que tu te présentes rapidement, savoir qui tu es, ce que tu fais, on t'écoute. Alors moi je m'appelle Ludivine, j'ai déjà un fils qui a 15 ans, c'est important ça pour moi. Et j'ai un cabinet de thérapie, je fais aussi du coaching, j'ai aussi une société de formation, enfin je fais plein de choses en lien avec l'humain et l'accompagnement. Explique-nous un petit peu ton parcours, je sais que tu as travaillé dans une grosse boîte. Oui. Aujourd'hui, tu travailles pour toi. On va parler un peu de la transition, tout ça, mais je voulais que tu me parles un peu du rôle que tu avais dans cette première vie. Déjà, Ton ce qui est parcours. important dans ma vie professionnelle, c'est que j'ai jamais eu l'impression de travailler. J'ai toujours fait des jobs passion. Vraiment, ça c'est génial. Et j'ai toujours fait des jobs qui n'avaient aucun rapport avec les études que j'ai pu faire avant. C'était quoi tes études? J'ai fait une licence de droit et ensuite une école de communication sur Paris. Ok. Et j'ai un diplôme d'attaché de prêt de chargé de relations publiques. Ah oui, donc rien à voir avec... Rien à voir du tout. Ok. Et en fait, j'ai été directrice nationale pour une chaîne dans le textile. Je suis arrivée là-dedans complètement par hasard. Et c'était génial. J'ai participé en fait à tout le processus de création de la marque. C'est-à-dire qu'au début, ils avaient 3 boutiques. Puis quand je suis partie, ils en avaient une vingtaine. Ok. Et ensuite, j'ai intégré une grosse entreprise internationale, qu'on ne citera pas, Ouais. pour laquelle j'ai occupé différents postes. J'ai travaillé à la relation client. J'ai travaillé ensuite dans un autre département en lien avec l'alimentaire. Et dans cette société, je me suis vraiment éclatée et j'ai découvert le management, mais dans des gros groupes où on est accompagné. Parce que dans le textile, là, dans la boîte de textile, c'est juste après tes études, du coup, tu rentres dans une boîte de textile. Comment ça se passe? En fait, juste après mes études, je travaille dans un service de communication, mais en lien avec le sport. Ok. Donc je fais ça vraiment pendant quelques mois en CDD. Et ensuite j'intègre cette entreprise-là parce que je remplace une copine. Et ce jour-là où je la remplace, il y a le couple qui gérait en fait cette société qui vient et qui me rencontre dans la boutique, me demande mon CV et puis de là il me propose ce poste de responsable. Il me dit non, on cherche quelqu'un pour développer au niveau national, développer les franchises, que ça vous intéresse. Donc gros challenge. Et moi je dis allez, oui, allons-y. Et tu gérais une équipe là? Qu'est-ce que tu gérais comme est-ce que tu avais des gens sous ta responsabilité ou non? Comment ça se passait? En fait au départ ils avaient 3 magasins. Ok. Donc dans les 3 magasins rien n'était structuré. Ok. Il y avait tout à construire. C'était extra. Je me suis éclatée. Donc il y avait 2 vendeuses. Donc moi j'en passe une responsable dans chaque magasin. Je commence à structurer en fait tout ça. Je commence à structurer aussi la partie chiffrée, des objectifs financiers, construire tout l'accompagnement pour les franchisés, rencontrer les franchisés, développer la partie des franchises. Donc il y avait rien. Au début je suis partie d'une feuille blanche. Blanche, ok. Et j'ai tout construit. Et moi, j'avais pas de formation dans la partie management, mais je pense que c'est un peu intuitif, tu vois. Justement, comment tu fais pour gérer ça? Parce que, étant donné que tu n'as pas le bagage scolaire, parce que du coup, tu fais du droit, tu vas gérer des équipes, un truc à zéro, l'opérationnel à zéro, tout est à zéro. Trop. Mais comment tu fais du coup? En fait, déjà, j'adore les gens. Ouais. J'aime bien les écouter. Ouais, j'adore travailler en équipe. J'ai toujours fait des sports co. C'est vraiment un truc qui me plaît. Donc, j'ai fait preuve de bon sens. J'ai lu des livres aussi sur le management. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait à l'époque. On pouvait voir sur des personnes qui témoignaient en tant que manager. C'était une entreprise qui était vraiment familiale, donc il n'y avait pas d'accompagnement, tu vois, avec des formations et tout ça. Je me suis vraiment formée en autodidacte. Okay. Donc, j'ai un peu testé des choses. Les mises en place de responsables, ça s'est fait assez naturellement. Du coup, j'ai négocié une augmentation de salaire, j'aurais donné des responsabilités. Petit à petit, ça s'est fait un peu tout seul. J'ai construit cette partie de management. Tu penses que c'est inné, le management? Ou tu penses qu'on peut l'acquérir? Parce que souvent on dit qu'il y a la technique et l'humain dans le management. La technique, c'est un truc qu'on travaille, qu'on peut obtenir sur quelques mois. Le management, est-ce que tu penses que c'est inné? Alors, je pense que la partie de leadership, elle est innée. Moi, j'avais déjà cette partie un peu leader, entre guillemets, dans ma petite communauté avec mes amis. J'aimais bien organiser les sorties. J'avais un peu cette part-là où j'étais moteur. J'ai toujours eu beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme. Donc, je pense que j'avais déjà cette partie-là. Je pense qu'on peut la développer, mais à mon avis, il y a une part où on doit déjà être construit comme ça. Si on est un peu réservé, si on n'aime pas trop travailler avec les autres, si on a des difficultés de communication, de confiance, c'est compliqué quand même de faire du management. Comment tu fais pour manager en général au quotidien? Quand tu as travaillé avec beaucoup on va parler de la suite juste après, mais comment tu fais pour manager des gens? Est-ce que tu manages avec le cœur? Est-ce que tu es plutôt en recul? Est-ce que tu vraiment t'y mets toute ton âme? Comment tu fais? Alors déjà, il faut accepter de faire des erreurs. Ah oui. En premier, j'ai compris, quand tu te construis en étant autodidacte, tu acceptes que des fois tu te plantes et des fois ça ne fonctionne pas. Après, je suis une femme et en tant que femme, je pense qu'on a une façon de manager qui est différente.
Parce des hommes, tu penses? Oui. Oui. Okay. Je pense qu'on a une part intuitive qui est plus développée que les hommes. Et je pense qu'on a aussi une part maternante à des moments où on aime bien prendre soin un peu de nature. Donc moi, j'avais un type de management comme ça, où j'aimais bien d'un côté prendre soin et d'un autre côté stimuler et pousser pour qu'ils relèvent des challenges, pour qu'on fasse le chiffre qu'on devait faire. Est-ce que tu étais déjà maman à ce moment-là ou pas? Non, j'étais pas encore maman. Ah, tu avais déjà cet instinct maternel sans être maman. Ok. Exactement. Après ça, du coup, tu rentres dans un grand groupe, mais comment, du coup, tu postules dans un grand groupe? Comment ça se passe? C'est dingue. Ouais. En fait, je suis dans une des boutiques et il y a une cliente qui arrive et qui nous dit, tiens, il y a cette enseigne qui va ouvrir. J'ai postulé, c'est en ligne. Et moi, j'avais un peu fait le tour de ce job que j'avais là de responsable nationale parce que je leur disais, j'ai envie de me développer, je veux faire des formations, je veux qu'on passe, qu'on grandisse différemment. Et eux, c'était pas du tout leur optique. Eux, ce qu'ils avaient envie, c'est de rester dans quelque chose d'assez familial, plutôt petit et avec un management un peu, un peu artisanal. Ouais. Et moi, je commençais à avoir d'autres envies. Je commençais à me dire, j'ai envie d'évoluer, je m'ennuie un peu. Tu vois, j'avais fini un peu mon cycle. Et donc, cette cliente, elle dit, il y a cette enseigne qui ouvre, j'ai postulé. Et moi, je sais pas pourquoi, je refais mon CV dans la boutique où j'étais, j'avais mon ordi, je refais mon CV et je postule. Mais en me disant, c'est pas, ouais. Trop. Et 2 jours plus tard, il m'appelle. Cool. Trop. Tu deviens responsable là-bas? Ouais. Ok. Combien t'as d'équipes à gérer? Combien t'as de personnes à gérer? Alors déjà, une petite anecdote que je veux te raconter. Ouais. C'est que quand j'intègre cette enseigne-là, on arrive quand la structure, elle n'est pas encore construite. Ok. Donc je me retrouve dans des Algeco et en fait, on est envoyé dans d'autres magasins. Ok, en formation? Exactement. Ok. Et quand je me retrouve dans les Algeco, mon rythme, il est tellement plus lent que ce que j'avais vécu quand j'étais directrice nationale, où j'étais sans arrêt d'une boutique à l'autre, au téléphone, le week-end, tout le temps en déplacement pour les franchises, que j'ai un moment où je m'ennuie un peu. Et j'ai voir mon responsable en me disant, j'ai fini tout ce que je devais faire, qu'est-ce que je fais? Et j'ai su plus tard qu'ils n'ont failli pas me garder à cause de ça. Ah bon? Ouais. Parce qu'ils voulaient faire plus de boulot. Ouais. Parce qu'ils ont dit, on comprend pas. Quelle horreur. Mais trop. Donc du coup, t'avais pas de boulot. Tu te retrouves à me dire, mais c'est hyper lent. Et au final, ça se passe comment la suite? Après, donc la boutique ouvre? Oui, la boutique ouvre. Bon, j'avais quand même du travail. Oui, mais comme c'était très bien organisé, en fait, j'avais un travail normal par rapport à ce que je faisais avant. Ouais. Et je m'étais retrouvée en sous-régime. Du coup, la boutique ouvre, j'intègre la relation client et rapidement, on me donne un poste de cadre dans le magasin où là, je suis très très bien accompagnée. On m'envoie faire énormément de formations sur toute la partie du management, sur recruter, animer une réunion, mener un entretien d'évaluation. Et là, c'est génial parce qu'en fait, je mets plein de flèches à mon arc, tu vois, des nouvelles façons d'accompagner, de manager. Et je me retrouve dans une entreprise qui me correspond. Et pour moi, j'intègre une famille, en fait. Qu'est-ce que t'aimes dans ce métier? Dans le management, qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi? C'est l'humain? C'est le challenge? C'est la gestion de projet opérationnel? C'est quoi vraiment qui t'anime? Alors, j'aime plein de choses. Parce qu'en fait, sur le poste que j'avais, je gérais mon propre compte d'exploitation. Donc, j'avais comme ma propre entreprise. Donc, j'adore cette partie challenge et cette partie chiffres. En fait, j'aime bien le fait de jamais s'ennuyer, de toujours devoir se dépasser, obtenir des meilleurs résultats. Et en fait, l'objectif de l'entreprise, c'était développer le business tout en développant les collaborateurs. Et cette partie-là, c'est vraiment un domaine dans lequel je m'éclate parce que sur la partie de l'accompagnement des collaborateurs, c'est de la proximité, du terrain, déléguer, accompagner l'équipe de managers que j'ai. En fait, j'avais une 40aine de personnes et j'avais des managers que je manageais qui, eux, manageaient des collaborateurs. Ouais. Exactement, c'est ça. Du coup, tu dois développer en continu des gens et en même temps, tu dois développer ton chiffre. Bon, c'est un cercle vertueux. Oui, et me développer. Forcément. Du coup, le développement, voilà. C'est ça. Comment tu fais pour les développer, ces gens-là? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu utilises? Il y a tout un process. Ouais. Donc, en fait, c'est toute une... En général, quand j'arrive sur une unité, ce que je fais, quand je prends ma façon de fonctionner, c'est je fais un vie-ma-vie de tous les postes du département que je vais avoir pour avoir une vision globale. Donc une fois que j'ai fait ça, donc je demande qu'on me poste en fait. Donc je me fais poster sur les différents postes, mais aussi je fais une semaine de vie ma vie avec les managers que j'ai. Et une fois que j'ai fait ça, je fais en fait un bilan de ce que j'ai vu. Je regarde les outils dont on dispose et je mets en place en fait un plan d'action pour développer des équipes avec des formations, d'accompagnement différents, développer mon Tu t'intègres dans les équipes pour vraiment cibler ce qu'ils font ou cibler les profils? En fait, c'est vraiment cibler comment ils fonctionnent. C'est quoi leur profil pour aussi les connaître. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone-là que je manage? Est-ce que les collaborateurs ils sont heureux sur leur lieu de travail? Est-ce que ça leur plaît ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont à la bonne place? Comment est-ce qu'ils ont été formés, accompagnés?
Donc il y a vraiment une part comme ça de terrain et de proximité. J'ai toujours eu un management vraiment très collé aux équipes. Ok. Je suis quelqu'un qui ne suis pas derrière son ordinateur. T'es au cœur du projet. Exactement. Ok. Donc là, toi, t'as pas encore ton enfant, mais tu changes de boutique. À ce moment-là, du coup, après, tu dois comprendre un nouveau environnement, un nouveau partenaire, un nouveau projet, un nouveau challenge. T'as ton enfant, tu reviens. Est-ce qu'il y a un moment dans tout ça où tu te mets la pression de savoir que tu vas revenir et du coup, par la force des choses, étant donné que t'as un enfant, t'es forcé de déconnecter. Alors, et toi qui es ancré dans ton boulot à fond, comment ça se passe ça? Comment tu le vis? Ce qui se passe vraiment dans ma tête et dans le profil que j'avais. Moi, j'ai été construite soit indépendante financièrement. Ouais. J'ai beaucoup été construite dans mon masculin. Tu vois, maintenant que je fais un job qui est différent, j'ai compris des choses que je n'avais pas compris à l'époque. Donc, j'étais beaucoup construite dans la force, tu vois, dans la motivation, dans l'énergie, dans cette partie-là. Et quand j'étais enceinte, je n'avais pas conscience, même si je voyais les échographies et tout ça, que j'allais avoir un bébé, en fait, qui allait arriver dans ma vie. J'arrivais pas à vraiment... À l'imager. Exactement, à comprendre qu'est-ce que ça allait changer, ce qui allait se passer. Du coup, je suis enceinte, je finis l'audit que j'avais, qui était hyper important parce que ça me permettait de laisser la zone que je laissais clé en main. Pour moi, c'était très important pour la personne qui allait me succéder de lui laisser un truc qui fonctionnait. Donc, je finis ça. Du coup, après, je suis arrêtée. Donc, je finis ma grossesse comme ça. Je change de magasin pendant que j'accouche et tout ça. Et quand je reprends, je suis dans le nouveau magasin. Okay. Et en fait, quand je reprends dans le nouveau magasin, je fais une espèce de passation. Je viens quelque temps et je vois comment est organisée la personne que je vais remplacer. Et lui, il a une méthode de travail qui n'est pas la mienne. Lui, il fait 7h, 20h tous les jours et il est devant l'ordinateur toute la journée. Tu vois, et moi, ça m'interroge beaucoup. Je me dis, mais... tu vois, je faisais le même métier sur notre magasin. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait en fait toute la journée? Tu vois, je me pose plein de questions et je comprends pas trop. En général, on dit que quand il y a un manager qui reprend derrière un autre, on perd 30% de l'équipe. Est-ce que tu as perdu des gens? Enfin, qui démissionnent ou qui demandent à changer de poste Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, ce que je fais toujours, c'est que je prends mes managers, je leur dis, amenez-moi la liste de vos collaborateurs, dites-moi les gens avec qui vous travaillez bien, avec qui ça se passe bien et les personnes que vous aimeriez pas avoir dans votre équipe. Et pourquoi? Ouais. Donc en fait, ils arrivent avec leur liste et ils m'expliquent. Telle personne, on s'entend pas. Telle personne, elle aime pas le poste, elle aime pas ce qu'elle fait. Telle personne, lui, il est très souvent pas présent le samedi. C'est un étudiant alors qu'on a besoin de samedi, etc. Donc en fait, en général, je fais la liste. Une fois qu'on a fait la liste, je leur demande qu'ils rencontrent ces collaborateurs-là pour leur demander comment ils se sentent. Est-ce qu'ils se sentent bien sur le poste, pour voir est-ce que c'est partagé. Et si c'est partagé, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut les déplacer dans cet univers dans lequel je travaillais ou est-ce qu'on leur propose peut-être autre chose pour qu'ils puissent faire quelque chose ailleurs. Et en général, ça fonctionne bien. C'est jamais dans la douleur. J'ai jamais eu les gens qui quittent le navire, tu vois, d'un coup, tu as 30% qui disent « Ah non, elle arrive, elle est nouvelle. » Pas du tout. T'as pas eu ça? Non. Ça, c'est bien. T'as personne qui t'a mis au défi de te dire « Ça passera pas avec toi » et tout? Non, alors c'était simple. J'ai pas eu ça, j'ai fait tout de suite des réunions de ma zone pour rencontrer tout le monde. En fait, j'ai fait des plénières où moi j'ai pris mon ordi, je l'ai branché et je leur ai dit voilà ce que je fais. Parce que c'était très obscur. Avec la personne d'avant, tu sais, tu as des personnes qui... qui veulent garder l'information. Ouais. Et moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, je suis dans la transparence. Je leur dis, mais moi, j'ai pas un cerveau plus gros que le vôtre. Ce que je fais, c'est pas irréalisable. Si vous avez envie d'évoluer, je vous accompagnerai. Je vous souhaite un jour de prendre cette place-là, la place que j'ai moi aujourd'hui. Tu vois, je suis vraiment dans de la transparence. Et du coup, je leur ai tout déroulé. Voilà ce que je fais, voilà comment je suis organisée, voilà les documents auxquels j'ai accès, voilà c'est quoi mon métier. J'ai sorti ma fiche de poste. Ouais, et tu l'as remontré. Exactement. Parce que quand j'ai demandé qu'est-ce que je faisais, je me rappelle, il y a une personne d'équipe qui m'a dit tu valides l'achat des tenues de travail. Tu vois? Hyper injuste. Ouais, mais je me suis dit, en fait... Ils ont une mauvaise image du métier, ils savent pas ce que tu fais. Ils savent pas ce que je fais. Et puis, ça m'a permis aussi de leur partager. Moi, je serais pas là de 7h à 20h devant l'ordinateur. D'où le leading by example, de montrer ce que tu fais pour justement être exemplaire, etc. Exactement. Un manager dans un bureau, on sait pas ce qu'il faut. Oui. Comment ça se fait que tu as quitté cette boîte à un moment donné? Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté cette boîte? Comment tu as basculé? Alors, ce qui se passe, c'est que je suis dans le sud, ça fait des années que je suis dans cette entreprise, je m'éclate, c'est génial, c'est trop bien, je me fais plein d'amis, c'est comme une famille. Voilà, j'adore tout. J'adore quand j'arrive le matin pour aller travailler, la couleur de l'enseigne, ma tenue de travail, si tu veux, je suis en kiff total.
Et en fait, il me propose, mon chef de l'époque, mon N+1, me dit tu dois passer des assessments pour évoluer. Maintenant, il faut que tu évolues. Tu sais que les postes comme ton poste, on reste 4-5 ans sur le poste. Après, il faut partir pour toi, pour les équipes, etc. Ça résonne quand même pour moi parce que quand j'ai quitté l'ancien magasin, c'est vrai que je leur dis je pense que je vous ai apporté tout ce que je pouvais vous apporter. Vous m'avez apporté énormément de choses aussi. Et ça me fait je suis un peu triste de vous quitter, mais il est temps pour vous d'avoir quelqu'un d'autre qui va vous apporter autre chose, peut-être vous développer différemment de moi, qui va avoir un autre profil que le mien, parce qu'on sait très bien que on a des profils particuliers en fonction de qui on est, de notre histoire, de notre vie pro et tout ça. Sûr. Du coup, me voilà en train d'aller passer les assessments. Et pour la petite anecdote avant, c'est que quand je bossais dans cette entreprise, j'avais parfois un peu un syndrome d'imposteur. Alors c'est assez paradoxal, parce que d'un côté, je voyais que j'ai eu des très très bons résultats sur cette unité-là. On avait les meilleurs résultats France sur les enquêtes collaborateurs, mais genre delta au-dessus, vraiment très large. Les enquêtes clients, tu vois, ça nourrit un peu c'est sûr. ma partie... Management, il y a aussi une partie d'ego, c'est un petit peu... Et oui, trop. Autant, du coup, tu te sens que t'es pas à ta place, t'as un syndrome d'imposteur. Je pense que manager, c'est un peu aimer. Moi, j'étais très très attachée à mes équipes, mais vraiment. Ça se voyait peut-être pas toujours parce que parfois tu dois aussi mener ta partie de business, mais vraiment j'étais attachée. Et donc là, il me dit il faut évoluer, tu vas passer des assessments. Moi, je me dis mais attends, est-ce que je vais avoir la capacité de devenir du coup directrice carrément d'un magasin? Très très gros truc les assessments. Oui. Les assessments, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des épreuves en fait qui nous permettent d'évoluer au poste supérieur. On est devant une espèce de jury. Voilà, dans les très grosses boîtes, c'est comme ça que ça se passe. Je connais très bien cet aspect-là. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc il y a toute une... en fait, c'est vraiment des tests où on est... on va avoir 25 personnes autour de nous en train de nous mettre dans une situation de management. Ensuite, on a une situation sur la partie du business. Enfin, on est vraiment... Il y a une étude de cas, il y a plein de choses. Oui. Exactement. C'est très intense et c'est quand même très très dur. Donc je passe tout ça et je réussis mes assessments. Donc tu passes les assessments, tu réussis les assessments, tu vas à Paris. Alors... non, déjà, quelque chose que je veux rajouter aussi sur la partie de la gestion de la pression dont tu as parlé tout à l'heure, c'est que moi, je passe tout par le mental. Ça veut dire que quand je travaille dans le magasin où je travaille loin, des fois, il m'arrive des trucs dans ma vie où c'est compliqué. Je me rappelle une fois une situation où je pars, je sais plus, il y a eu un événement stressant, je sais pas s'il y a quelqu'un de ma famille qui a un problème de santé, je pleure. Du coup, comme j'ai un trajet qui est long, je me mets la clim pour me sécher, tu vois, les yeux, pour pas arriver avec les yeux comme ça. Je vais quand même travailler. Moi, j'allais travailler toujours coûte que coûte. Je t'ai jamais arrêté. Même si j'étais malade, j'allais travailler quand même. J'ai vraiment été élevée comme ça. On rate pas l'école et on rate pas le travail. Donc, je passe tout par le mental et j'arrive et je me dis, il faut que j'apporte de la dynamique, du positif. Tu vois, je dois pas être là, ça va pas. Quand tu es dans le management, il y a aussi une part comme ça. Tu vois, de mener en fait les équipes. Et c'est aussi, ça fait partie un peu des galons que tu as. Tu as le statut, le salaire quand même. Et c'est aussi ce que toi, tu dois donner de ta personne. Donc là, je pars à Paris. Quand je pars à Paris, en fait, ce qui se passe, c'est que je pars en fin d'année. Enfin, je pars sur février. Donc, je le laisse finir son année scolaire ici. On avait une espèce de garde alternée avec le père. Et comme moi, je travaille en 6-4 là-bas, en fait, il y a un week-end, il vient. Et un week-end, je descends. Donc, ça me permet de le voir à peu près le nombre de jours que je le voyais. Tu vois, des fois, comme il est petit, il est en maternelle, des fois, il vient même passer une semaine, mon frère me l'amène, ou des membres de ma famille, je m'organise comme ça, jusqu'à ce que lui, il arrive définitivement en juillet. Ok. Explique-nous la transition, qu'est-ce qui fait que tu pars? Ce qui fait que je pars, c'est... mon chef, j'avais vraiment une confiance entière, et je pense qu'il y a une part aussi... j'ai beaucoup réfléchi en fait à cette période après en me disant mais pourquoi t'as pas fait en 360 de te dire t'es dans un environnement qui te plaît, tu fais un job que t'aimes bien, t'as ton enfant, t'as ta famille, t'as tes amis, je fais beaucoup de sport donc j'allais courir, tu vois, j'étais vraiment dans un truc qui était bien. Exactement. En fait, je pense que je me suis dit, si j'évolue et que je prends ce poste-là, ça va aussi me mettre à l'abri, entre guillemets, au niveau professionnel. Sur mon CV, c'était super d'avoir ça. J'avais envie de vivre cette aventure. Et c'était aussi la promesse de pouvoir revenir. Parce que ce qui avait été dit au début, c'est tu pourras revenir dans environ 2 ans. On te donnera quelque chose qui va être dans ta région. Donc, je décide de partir pour ça. Quand je pars, moi je fais ce que j'ai fait ailleurs, donc je fais le tour, je vais voir, alors différent, parce que là il y avait une énorme équipe, c'était une dimension beaucoup plus grande dans le poste que je prends, on est 3 pour piloter cette unité, en plus c'est un magasin où il y a des travaux en même temps, enfin tu vois, il y a tout un truc qui se passe, et là je me mets face à la réalité de qu'est-ce que ça peut être ailleurs en France. Donc dans le sud, je vis dans des structures géniales où tout va bien, et là-bas je découvre autre chose.
Et là, je prends conscience que ça va être dur. Je prends conscience qu'il y a eu des manquements à un moment pour qu'on en arrive à cette situation. Et je vois que l'unité, elle va pas très très bien et que les personnes, elles se sentent pas très très bien. Tu vois, j'ai vraiment une prise de conscience sur ça. Et je me dis, waouh, ça va être chaud. Ça te correspond plus? Si, ça me correspond toujours, mais je me dis, il y a vraiment vraiment du boulot, quoi. Et en même temps, je commence à effriter un peu tu vois, la marque. Ouais, exactement. La marque vis-à-vis de toi. Ouais, exactement. Tu m'avais raconté une anecdote à l'aéroport qui va vraiment déclencher quelque chose. Alors en fait, pour moi, dans mon idée, c'était que hop, pour la rentrée scolaire, tout fonctionne, on a énorme. Donc je me mets à manager des gens qui faisaient ce que je faisais avant. Donc si tu veux, sur ça, c'est l'éclat. Ils ont plus de responsabilités, ils sont plus autonomes. Moi, j'ai énormément de responsabilités, donc je peux, tu vois, aussi organiser mon temps. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et puis là, en fait, ça se passe pas du tout comme ça parce que je m'entends pas très bien avec mon chef. Il n'a pas la même vision du management que moi, on n'a pas la même vision. Moi, je suis très orientée people, ils m'ont choisi pour ça, pour cette partie vraiment ressources humaines. Et ça se passe pas très très bien sur ça. Et en fait, une fois, je continue à passer par mon mental, mais sauf que j'ai plus soupape. Je fais beaucoup moins de sport, j'ai pas le temps, j'ai plus mes amis, je suis déracinée, j'ai plus ma famille. Tu vois, je me retrouve dans un environnement compliqué, hyper compliqué de trouver un appart, de me loger. Et une fois, je vais récupérer mon fils à l'aéroport et en fait, je le vois. Donc lui, il prenait son vol, il mangeait ses petits crackers, ses petits trucs de coca, enfin tu vois, et là, il faisait ses petits trucs comme ça. Et là, au moment où j'arrive, je sais pas pourquoi, j'arrive en tenue de travail et je le vois derrière avec sa pancarte là, et là, je pleure. Et là, je craque en fait. Et je sais pas ce qui se passe. Tu te dis quoi? Je comprends pas. En fait, ma partie émotionnelle, elle prend le dessus, mais de façon dingue. Du coup, j'ai vite dans les toilettes, je me mets pas de l'eau sur la figure, tu vois, j'essaye de faire des choses comme ça pour essayer de gérer ça. Et là, je me dis, non mais qu'est-ce que je fais là, quoi? D'un coup, j'ai une prise de conscience de me dire, non mais attends, c'est insurmontable, tu vas pas y arriver. Ta logistique perso, plus la partie pro à gérer comme ça va être trop difficile. Tu vois, et ce jour-là, en fait, j'ai vraiment une prise de conscience sur il va falloir que je change et que... Là, du coup, toi, tu te retrouves dans cette situation où là, bon, ça y est, t'es arrivé à un point de non-retour. Voilà, j'arrive au non-retour. Entre-temps, je change de poste. Je vais bosser ailleurs où je bosse plus les week-ends. Tu vois, j'essaye de trouver une solution pour rester quand même dans cette entreprise que j'adore. Donc, je fais cette passation, mais en fait, rien ne se passe au niveau du groupe pour me mettre dans des bonnes conditions de travail. Rien ne se passe pour que je puisse avoir mon balance life qui soit respecté. Le seul truc que j'entends, c'est règle ton problème avec ton fils, prends une jeune fille au père ou renvoyer dans le sud. Et je me rends compte que les femmes, elles sont... Je fais un peu un 360 sur les femmes qui ont le même poste que moi, le profil qu'elles ont. Et je fais aussi un profil sur les autres qui font comme moi. La plupart, ils sont divorcés dans des situations familiales qui sont compliquées. Ou bien ils ont un des deux, le conjoint qui ne travaille pas. Et sinon, c'est ingérable. Parce qu'en fait, ton job, c'est ta vie. C'est ça que tu veux pas? Non. T'as pas de jour de repos parfois? Ouais. Donc voilà. Et c'est pas ce que je veux. Parce que je veux pas ça. Donc du coup, je décide d'arrêter. Je me dis, je dois faire une parenthèse. Je peux plus aller dans cet univers. Il va falloir que je fasse un break entre ce que je faisais et ce que je vais faire maintenant. Donc je fais un choix, vraiment comme ça. Et dans cette entreprise, j'avais une formation, j'avais fait partie aussi d'une équipe, donc j'étais devenue coach professionnel. J'ai été certifiée ICF, donc j'avais déjà cette étiquette et je faisais déjà du coaching au sein de l'entreprise. Tout se faisait en interne en fait chez nous. Donc je me dis ok, je vais continuer là-dedans et en plus je vais me former dans d'autres domaines. Et comme j'ai compris que moi, je gérais pas très bien la partie émotionnelle parce que j'avais eu 0 accompagnement sur ça et qu'en fait le mental au bout d'un moment ça marche pas parce que tu gagneras jamais sur ta partie émotionnelle. Et vraiment la partie de mère, tu vois, moi avec mon fils, c'est lui qui m'a clairement pris la main et qui m'a amené vers ok, écoute aussi ton corps, écoute tes émotions et trouve quelque chose qui t'équilibre tout ça, quoi. Et donc du coup voilà, et je me forme en hypnose, mais vraiment par hasard parce que ça commençait à être connu. J'avais fait 1 ou 2 séances pour tester, je me dis c'est pas mal. Et puis je me dis, ça va me permettre de faire connaître aussi un peu le coaching. Coach, ça parle pas trop, on ne sait pas si tu es coach sportif, on ne sait pas très bien ce que tu fais. Donc je me forme en hypnose, je me forme en Emotional Freedom Technique, je me forme en EMDR. Enfin, je fais tout un panel comme ça de formation. Et j'anime des formations pour l'école dans laquelle je me suis formée en entreprise sur la partie des émotions, du bien-être au travail, etc. Donc après, tu lances ton cabinet du coup d'hypnothérapie. Tu deviens hypnothérapeute. Tu travailles pour toi.
est-ce qu'au fond, tu n'as pas toujours voulu travailler pour toi? Alors franchement, je pense que non. Et ça a été une grosse prise de risque. Personne ne comprend pourquoi je vais faire ça. La plupart des personnes me disent, mais de l'hypnose en attendant, tu vas pas prendre notre magasin. J'ai une incompréhension au niveau familial, c'est un peu moyen parce qu'ils ont peur. Au niveau de mes amis, ils comprennent pas. Ils me voient pas du tout avec ce profil-là. Sauf que moi, en parallèle, je travaille sur moi. Ouais. Donc je me fais coacher, je me fais théraper. Et je prends du temps pour m'occuper de moi, de qui je suis, comment j'ai été construite, c'est quoi mon histoire de vie, c'est quoi mon enfance, c'est quoi mes émotions, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, etc. Donc je fais tout un travail en parallèle. Si tu veux, je me construis, je me fais théraper sur cette partie-là et en même temps, je commence à accompagner. Et puis comme je viens de cet univers où j'ai quand même été énormément formée et accompagnée, je structure ce que je fais. Donc je commence à prendre au début des cobayes, des personnes sur qui je teste, différentes techniques. Et j'installe mon cabinet en hypnose avec une méthodologie spécifique sur les émotions et le travail sur les émotions. Mais finalement, les personnes, elles viennent juste pour que je les accompagne pour réactiver des choses qu'elles ont déjà, activer leur bien-être et surtout prendre leur place. Et c'est étonnant, mais la plupart des personnes qui me consultent, elles changent des choses dans leur vie. Dans leur vie familiale parfois, leur vie professionnelle ou dans qui elles sont. Donc tu as une période en fait où tu te manages, on va dire, tu te manages. Et moi, je voulais faire juste une relation entre ce métier, parce que là, du coup, tu ne travailles plus en équipe, tu travailles pour toi, mais tu travailles quand même pour quelqu'un, entre guillemets, parce que du coup, on va dire que on dit patient, et tu as des patients tous les jours qui changent. C'est aussi de l'accompagnement. Ah ben oui. En fait, il y a une vraie relation entre ton métier d'aujourd'hui et ton métier d'avant. Tu manages encore des gens, mais d'une autre manière. Exactement. Tu vois le métier comme ça? Oui. Je continue d'accompagner des personnes. Je ne travaille plus dans une équipe et parfois ça me manque. Mais l'alliance thérapeutique, c'est une équipe. En fait, l'alliance que tu crées avec la personne qui vient te consulter. Et je continue à accompagner des personnes pour leur permettre de se sentir mieux, plus heureux dans leur vie. Mais aussi plus heureux dans leur vie professionnelle finalement, même si on n'est plus dans le cadre professionnel. Oui, ça se ressemble. C'est mon fil rouge l'humain en fait. Là-dessus, je voulais juste... il y avait une stat qui était importante parce que du coup, là, aujourd'hui, tu développes du coup des gens qui vont s'auto-développer après dans leur vie privée et leur vie pro. Le stress, c'est un truc qui est très présent, d'autant plus dans le travail. Il y a des stats, donc IFOP de 2023, 65% des Français sont stressés, 53% des jeunes de moins de 25 ans sont stressés. J'avais une autre stat de l'INRS qui dit que 9 Français sur 10 se sentent stressés au global et 36% se sentent stressés au travail, qui est le premier facteur de stress. Le deuxième facteur de stress, c'est les problèmes financiers. Ça veut dire que avant la santé, tout ça, les gens sont stressés par rapport au travail. Comment on fait pour changer ça? Toi qui, du coup, aujourd'hui, fais de la thérapie. Avant, tu manageais des gens, donc tu as un lien direct avec les gens avec qui tu travailles. Comment on fait pour changer le stress au travail? Alors, justement, j'ai créé ma société de formation pour ça. Voilà. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai mon cabinet. J'ai eu envie de revenir dans le monde de l'entreprise. Donc, j'ai créé une société de formation qui est spécifiquement orientée sur la gestion du stress. Le stress, au départ, c'est une compréhension. Le stress, c'est souvent négatif, mais en fait, on est tout le temps en état de stress. Par exemple, j'ai soif, c'est un mini-stress. Si je ne bois pas au bout de 5 heures, je vais avoir des symptômes de stress qui vont être amplifiés dans mon corps pour que je retourne dans ma zone d'activation optimale. Donc, pour gérer le stress, on accompagne les personnes dans le monde de l'entreprise pour leur donner des outils et une compréhension sur leur gestion du stress. C'est comme ça que ça gère. En fait, le stress, c'est très simple. Pour gérer le stress, c'est de la respiration, de la visualisation et de la relaxation. C'est toujours les mêmes outils qui sont utilisés, plus une partie un peu pédagogique pour aller comprendre c'est quoi le stress, quand est-ce que je sais que je suis en état de stress, qu'est-ce qui déclenche mon stress et d'où ça vient. Tu me disais que tu avais une société de formation, du coup. Juste explique-nous à quoi elle consiste, qu'est-ce que tu vas faire avec? En fait, je me suis associée avec quelqu'un qui a un cabinet comme moi d'accompagnement et de coaching. Il fait beaucoup de coaching sportif et de préparation mentale. Il vient aussi du monde de l'entreprise. Il a été chef d'entreprise pendant des années. Donc, on est très complémentaires. Et en plus, c'est un homme. Et j'aime bien un peu le fait d'avoir une association. Tu sais, un homme, une femme, parce qu'on a des profils différents, des façons de travailler différentes. Et donc, on va accompagner les entreprises sur la gestion du stress. C'est-à-dire, tout est lié en fait au stress. La partie, par exemple, de gestes et postures, c'est lié avec le stress. Parce que si tu tiens tout le temps comme ça, parce que tu es stressé, tu n'as pas tes épaules qui sont positionnées, tu vas avoir des tensions. Et si en plus, dans ton travail, tu portes des choses, tu vas être tendu au niveau de là. Et on a aussi toute la partie de gestion du stress pour amener la partie des managers de comprendre c'est quoi le stress, en quoi ils stressent leurs collaborateurs, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour travailler différemment. Et on va travailler essentiellement avec la partie de responsabilité sociale et environnementale, de qualité de vie au travail et de risques psychosociaux. Ça, c'est super. Ouais. Vraiment, c'est des formations, je pense, qui sont obligatoires et même au-delà pour les managers. Moi, j'ai des superviseurs aussi avec qui je travaille, qui s'occupent des équipes en direct.
Je trouve que même à leur stade à eux, c'est déjà bien. Tu vois, dans la partie évolutive, nous, quand on veut passer des employés au stade de responsable, je trouve que ça manque justement de risques psychosociaux, de gestion du stress, parce qu'ils se retrouvent mis en lumière avec 20 personnes qui les regardent dès qu'il y a un problème. Et du coup, tout ça, c'est un truc, je trouve qu'on manque cruellement dans l'entrepreneuriat et dans l'entreprise en général. Mais oui, et en plus, souvent, les entreprises, elles vont faire les formations obligatoires. Donc, ça donne une image qui est assez négative des formations, parce que les gens, ils disent, je vais en formation, je m'ennuie. Quand c'est des formations qui sont obligatoires, pas tous les animateurs ou les formateurs, mais des fois, ils ne mettent pas de supplément d'âme parce que de toute façon, ils savent que l'entreprise doit faire la formation. Oui. Donc, s'il vient avec une présentation qui date de 1990 et qui ne met pas d'énergie parce que ce jour-là, il n'a pas envie, ou s'il vient avec un truc super, en fait, c'est la même chose, c'est obligatoire. Exactement. On a envie vraiment de redynamiser, d'apporter une énergie nouvelle. Et moi, j'aime bien un peu le fait de remettre en cause des choses, remettre en cause des choses établies, sortir un peu du cadre et remettre vraiment... Ça ne s'appelle pas vraiment des formations. Pour moi, c'est plus des ateliers. Oui, c'est ça. Des workshops. Exactement. Workshops, prise de conscience. Il y a beaucoup de jeux dans cette partie de formation. C'est beaucoup participatif. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui doit t'amener à aller réfléchir pour te faire grandir, pas seulement au plan professionnel, mais aussi dans le plan personnel, pour aller comprendre comment tu fonctionnes en tant qu'être humain. Exactement. Comment tu gères tes émotions, comment tu gères ton stress. Et surtout, comment, avec des petites choses simples, en fait, tu peux avoir une vie qui est beaucoup plus cool et du coup être en meilleure santé. Bien sûr. Et plus heureux. Et on en revient toujours. Je mettrai les liens dans la description. Si tu as un Insta, un site, quoi que ce soit, ce sera mis dans la description. On t'a prévu un petit jeu. Trop rapide, bien. Très cool. Pour plus te connaître, perso. Allez. C'est un mini quiz. D'accord. Là, c'est assez rapide. T'es prête ? Oui. Ludivine, ton passe-temps favori, c'est quoi ? Le sport. Et la cuisine. Ton plus beau souvenir, c'est quoi ? La naissance de mon fils. Ton pire souvenir ? Quand j'ai quitté cette entreprise, ça fait partie d'un souvenir difficile. Ouais. Ton film préféré ? Mon film préféré, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Ton artiste ou groupe de musique préféré ? Bob Marley. J'adore le reggae. Un de tes rêves pas encore réalisé ? Un de mes rêves pas encore réalisé, je rêve de faire des conférences. Ouais. Vraiment. Tu vois, des conférences... Là-dessus, sur le stress, tout ça, ouais, exactement. Et tout. Est-ce que tu as des regrets ? Ah oui, j'en ai plein. Plein, carrément ? Et je pense qu'il y a des choses que j'ai regrettées pas. Il y a des choses que j'ai pas faites quand j'étais trop jeune, quand j'ai pas été assez bien accompagnée. J'ai des regrets sur les études peut-être que j'ai faites, peut-être j'aurais fait autre chose. Tu vois, j'ai des petits regrets comme ça, mais c'est pas des regrets qui sont ça t'entache pas difficiles. La vie. Non, exactement. Qu'est-ce que tu supportes pas chez les autres ? J'aime pas les gens qui sont négatifs. Et qu'est-ce que tu supportes pas chez toi ? Ce que j'aime pas chez moi, parfois je suis impatiente. Ah oui. Tu vois, je manque de patience. Tout de suite. Ouais, tout de suite. Je suis bélier. Ah donc, oui, tu vois, j'ai besoin d'aller grave, de foncer. Mais j'aime pas ça chez moi. Je pense que je me suis acclimatée dans le fait de vivre avec moi-même. Ouais, bah c'est une bonne chose. Selon toi, c'est quoi la richesse ? La richesse, c'est le bonheur. C'est le fait d'être heureux, équilibré. Il n'y a rien qui nous rend plus riche que ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Pour l'avenir, de continuer d'activer mon bonheur, de continuer d'accompagner des personnes pour qu'elles activent le leur, autant dans mon cabinet que dans le cadre de mon entreprise. C'est quoi le truc que tu as compris en vieillissant ? La sagesse. C'est-à-dire ? J'ai compris qu'il faut parfois savoir prendre du recul sur les choses. Il faut savoir faire preuve d'humilité envers soi, de bienveillance. Il faut développer plus d'amour de soi-même sur l'indulgence qu'on peut avoir, la façon qu'on a de se parler. Tu vois, j'ai compris ça en vieillissant. Merci Ludivine. Je t'en prie. Est-ce que tu as des trucs à conseiller pour la fin ? Le mot de la fin, qu'est-ce que c'est ? Tu as une citation à nous dire, un truc à nous dire, un truc à nous conseiller ? Ma citation préférée, alors moi j'avais lu que c'était John Lennon, il y en a qui disent peut-être c'est pas lui, c'est « La vie c'est ce qui t'arrive pendant que tu fais d'autres plans ». Ah oui. Je pense que se faire accompagner, quelle que soit la personne qu'on choisit, que ce soit un coach ou un thérapeute, c'est un accélérateur de bien-être et il ne faut pas hésiter à faire ça. Et moi j'invite vraiment à aller écouter des podcasts comme ce qu'on fait, parce qu'il n'y a rien de plus riche que les témoignages de personnes qui ont déjà vécu des choses. Et ça, c'est vraiment des choses qui vont permettre d'aller grandir, avancer. Et la lecture aussi, couper votre télé. Moi, j'ai pas de télé depuis 5 ans. Ludivine, on était trop contents de t'avoir avec nous. Mais oui, merci de m'avoir invitée. C'était un plaisir, je me suis éclatée. Nous aussi, merci à tous Ludivine. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Feedback. À bientôt. À bientôt.